Ok, bonjour, hein. Merci d'être venus si nombreux pour parler des microservices. Donc, j'ai sous-titré cette présentation « Un long chemin vers l'indépendance ». Bon, donc il y a quelques titres auxquels vous avez échappé. SOA Made Right, pourquoi vous avez encore un JBoss, etc. Bon, il y en a qui comprendront au fur et à mesure. Alors, ce que vous allez voir, enfin, vous n'allez pas tout voir, mais vous allez voir quand même pas mal de choses. Vous allez voir pourquoi l'architecture de microservices a émergé, comment elle a émergé, d'où elle vient. Comment se caractérise un microservice? On va évoquer quelques caractéristiques, peut-être pas toutes, il y a des débats, etc. Mais on va quand même définir un certain nombre de points communs. Ensuite, on va définir la taille et le périmètre d'un microservice. Un petit lapsus sur web service, mais c'est des microservices. On va évaluer les risques d'une telle architecture. On va ensuite vous permettre de développer et de surveiller un microservice avec Spring Boot. Ça sera la partie démo. On va l'enregistrer dans Zookeeper avec Curator, le déployer avec Ansible, utiliser la stack Netflix pour le rendre plus robuste avec Istrix, et le tester avec WireMock. Donc il y a beaucoup de buzzwords. On va essayer de déminer tout ça et de défricher tout ça. Alors, qui sommes-nous? Olivier, je te laisse te présenter. Moi, je suis développeur Java essentiellement, en tout cas quand je peux éviter de coder du C#. Je suis chez Hippon Technologies depuis fin 2012, début 2013. Donc voilà, si vous avez mon Twitter si besoin. Tu me présentes aussi ou tu me laisses me présenter? Ouais, vas-y, tu feras bien. Donc moi je suis architecte chez Hippon depuis 2013, je code en Java depuis longtemps, pas Mathusalem mais longtemps quand même. Et je suis ancien WebSphere Certified Developer, mais depuis je suis microservice addict, c'est mieux. En tout cas ça fait plus 2010. Et mon Twitter également. Donc Hippon Technologies, je passe rapidement, 200 ingénieurs en France et aux USA. Donc on a une expertise principalement autour des technos Java, et nouvelles technologies, Big Data, etc. Et on a des projets open source, Tatami, c'est un Twitter d'entreprise, et Jhipster, je pense que pas mal d'entre vous connaissent, c'est un générateur d'appli qui monte pas mal. Et nos comptes Twitter. Alors le projet, je te laisse le présenter brièvement. Ouais, donc on bosse actuellement pour un acteur du e-commerce français et confidentiel. Donc voilà, vous saurez pas qui c'est. Impossible de deviner. Du coup, dans le cadre d'un projet de migration de moteur de recherche, on a été amené à mettre en place une archi de microservices. Et donc, notre boulot, c'est la mise en place du moteur de recherche et tous les microservices qui gravitent autour, le monitoring, l'alimentation du moteur avec diverses sources de données et avec la particularité que ça doit être multi-langue, on gère plusieurs langues, plusieurs pays. Donc c'est multi-plateforme, on a pas mal de plateformes à gérer, donc multi-déploiement. Et en termes de durée, c'est un projet qu'on a démarré début 2015 et qui est toujours en cours. Il y a pas mal de boulot. Déploiement toujours en cours, c'est le déploiement continu, hein, c'est comme ça, on fera toujours ça. Alors ça c'est le contexte technologique historique. Nous on est tout là-haut, là, le petit village gaulois, là, Java. Ceux qui connaissent le logo à côté, c'est Spring Boot. Et on est un petit peu cerné par du .NET, Windows, SQL Server, etc. Là, toutes ces technologies qu'on aime bien, hein, mais pas trop finalement. Donc on résiste. Mais heureusement, 476, les invasions barbares arrivent. Et il y a tout ça qui arrive dans la stack historique .NET, Windows, etc. Donc, il y a du Solar, du Kibana, du Node.js, du Kafka, du Rabbit. Bon, je vous laisse identifier chacun des logos, il n'y a pas toujours les noms. Enfin, tout ça, donc, arrive. Donc, tout ça, finalement, c'est un ensemble de mouvements qui vont nous faire changer. Là, je vais revenir un peu sur la théorie. Aujourd'hui, dans notre industrie, on a une convergence de plusieurs mouvements. Donc l'agilité, qui est déjà ancienne, mais qui irrigue
toutes nos équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui sont passées à l'agilité, donc des équipes multicompétences, réduction du time to market, itération courte, boucle de feedback rapide, ça c'est des notions connues. Il y a quelques années plutôt DevOps, donc là on s'est attaqué, on a essayé de casser le relais métier dev, là maintenant c'est dev prod, on évite de balancer l'appli par-dessus le mur et puis débrouillez-vous et puis le renvoi. Donc on essaie d'aller vers du continuous delivery, des tests automatisés et de la génération de livrables production ready. Donc le livrable, il est déployé en dev, il est prêt à être en prod une fois que les tests automatisés sont passés. Et on va faire du canary testing aussi. Tout à l'heure, sur la présentation précédente, on a parlé, donc ça veut dire on va déployer juste une partie de la prod avec la nouvelle version de l'application, ou d'une partie de l'application. On vient de le voir, on a un environnement technique plus complexe, hétérogénéité des langages, j'ai réussi à le dire. Donc, historiquement, souvent, une entreprise a choisi, voilà, on a fait du Java, on a fait du .NET, etc. On a choisi ça au début des années 2000 et on part là-dessus pendant plusieurs années. Là, on va changer, c'est-à-dire quelqu'un va arriver avec une nouvelle techno, le besoin, finalement, pousse la techno, parce que ça va peut-être pas exister dans la techno qu'on avait choisie initialement. Et en termes de framework, on aussi, là heureusement je ne les ai pas mis, mais multiplicité de frameworks. Et là, je parle uniquement du back, hein, je ne parle pas du JavaScript, parce qu'il y en a un qui est sorti ce matin, il est génial, mais bon, ce n'est pas le propos. Et diversité des solutions de stockage, SQL et NoSQL. Donc là, on a de plus en plus de bases de données dans tous les sens. Est-ce qu'il y a besoin de maîtriser ce flux? Non, on va plutôt inventer une architecture qui va rentrer avec ces nouvelles solutions de stockage. Ensuite, une évolution des patterns d'architecture, donc principalement portés par le web, des services stateless, tout ce qui va autour de l'API web, REST, HTTP. Je ne fais pas de la pub, mais c'est la conférence d'après sur les caches HTTP. Je vous invite à la regarder, c'est David Martin qui présente. Et on a vu tout à l'heure la CQRS, Hate iOS, et pour reprendre le terme d'Habib Gargashi, Relax Architecture. Enfin, dernier point, le cloud. Donc, on est dans les early adopters, là, si on reprend ce qu'a dit Didier Girard ce matin. Élastique, démarrage d'instance à la demande. On va s'adapter aux besoins plutôt que de définir les machines en amont et avoir un certain nombre de machines fixes sur lesquelles on se base. Donc c'est évidemment sujet à des pannes ou des latences, on va avoir des instances qui plantent, des process qui sont killés sans qu'on sache pourquoi. On est sur Azure par exemple. Donc c'est soit en remplacement, on va complètement mettre notre infra sur le cloud, ou en relais de l'infra historique pour un débordement. Sur un site de e-commerce, ça va être un bon cas d'utilisation. C'est-à-dire, voilà, il y a une pic de trafic, elle est solde, il y a Noël, hop, on va provisionner un certain nombre de serveurs sur le cloud plutôt que d'acheter 15 machines juste pour ce pic-là. La containerisation, on parle beaucoup de Docker, toujours pareil, déploiement du même livrable, on génère une image Docker qui ne va jamais changer hein, et qui va être déployée en production. Isolation des ressources, donc ça c'est apporté par les containers. Et en dernier point, provisioning, donc on va considérer que le cloud c'est une seule machine, donc ça c'est le principe de Mesos. En fait c'est l'application qui va demander, qui va dire j'ai besoin de telle ressource et on va lui donner ces ressources, mais elle ne sait pas sur quel serveur elle se déploie. Ça c'est le but du framework Mesos ou de Kubernetes. Il y a une conf également juste après nous sur Kubernetes. Donc, je vais reprendre le fil des microservices. Là, on a posé un peu l'historique de dans quel contexte arrivent les microservices. Donc, le terme est à peu près apparu en 2012. Donc, un certain monsieur James Lewis, qui présentait à la charmante ville de Krakow, Java de Unix Way. C'est en Pologne, hein, pour ceux qui ne savaient pas où c'était. Et c'est un principe qui n'est pas neuf, qui date des années 70. C'est le principe de la philosophie Unix. On écrit des programmes qui font une seule chose, mais qui le font bien. Et ces programmes peuvent tous travailler ensemble. Quand on fait une commande Linux, on fait un pipe, et boum, derrière, on peut enchaîner ces pipes, on enchaîne ces programmes, et ils communiquent en interface textuelle. Donc, ils balancent du texte, l'autre consomme du texte, il ressort du texte, et tout le monde peut travailler comme ça.
Eh bien, on va essayer d'appliquer le même principe dans du fonctionnement en programmation distribuée en HTTP. Donc, toujours dans l'historique, jusqu'en 90, juste avant qu'Olivier naisse d'ailleurs, on était avant SOA, donc on avait plein de monolithes dans tous les sens, du couplage fort, et je déploie tout en même temps. Après, on a inventé le SOA, donc on avait un couplage plus faible. On avait quand même un énorme bus au milieu, et puis il fallait que tout le monde communique le langage du bus. Et dans les années 2010, on est dans un découplage, donc vraiment du couplage de moins en moins fort. Il y a des microservices, un monde de microservices. Donc ils ont tous ces services-là qui se sentaient engoncés dans le monolithe, ils ont pris leur indépendance. Donc là, je reprends un schéma qui est assez connu, qui est, comme disait, je ne sais plus qui ce matin, Martin Fowler, il met des mots sur des trucs qui émergent, donc lui, il arrive à verbaliser ça. Donc, le principe, c'est une application monolithique sur laquelle vous avez tous vos services, tous vos bouts de service, et la scalabilité, ben, on déploie tout ça sur plein de box. Donc plus on a besoin de ressources, ben, plus on met de grosses boîtes. L'idée des microservices, c'est on va découper tous ces petits morceaux, et chacun va être indépendant, et du coup, chacun va pouvoir être déployé selon les besoins. Donc on a peut-être moins de machines, mais on va déployer des services dont on a besoin. Donc un service qui est très peu utilisé, par exemple, ça ne sert à rien de le déployer sur l'ensemble des machines. Et par contre, c'est un peu aussi le principe du CQRS qu'on a vu tout à l'heure sur une conf. Un truc où on a 90% de lecture et 10% d'écriture, on va plutôt privilégier en termes de déploiement des choses qui font de la lecture. Donc, concrètement, les caractéristiques de microservices, donc ça va souvent embarquer le container web. Enfin, dans Java, c'est ça qu'on va faire. Donc on va, plutôt que de déployer le service dans un container, le container est directement dans le service. Donc il va pouvoir directement communiquer en HTTP avec les autres services. Donc pour Java, on va faire un embedded Jetty, un Tomcat, un Otherto. Ça va être facile à tester, on va pouvoir déployer ça, utiliser HTTP Unit, WireMock, on verra ça tout à l'heure. C'est assez rapide à lancer. On n'a pas besoin de lancer un JBus pour tester notre service, c'est directement testable. Donc packagé comme un jar exécutable, installable comme un simple service Linux. Donc le java-jar, on le met dans un service.sh et on l'installe en tant que service Linux. Déployé de façon autonome, il n'y a pas besoin d'un ensemble de ressources pour être déployé, et en continu. Donc ça, j'y venais tout à l'heure. Déploiement en continu, livraison en continu. Ça utilise la source de données qui lui convient. Donc s'il a besoin, je parlais tout à l'heure de diversité des modes de stockage, SQL, NoSQL, s'il a besoin de sa solution de stockage, ben on va lui fournir. C'est lui qui va gérer ses propres données dans la base de données. Il ne va pas faire appel à un service qui va gérer la donnée pour lui. C'est lui qui le gère. Très important, il doit fournir des informations sur son état donc, de monitoring. Donc ça, c'est pour la supervision. Pour la production, c'est indispensable que les services... On a plus ce JBoss ou ce service, enfin ce container, ce 2IS qui va fournir une information et qui va être monitoré. Chaque service là, va devoir fournir des informations de monitoring. Et évidemment, il communique en HTTP, je l'ai dit tout à l'heure. Donc au niveau périmètre, évidemment, il faut qu'il soit petit. Bon, après, il peut y avoir plusieurs définitions de ça, avec une responsabilité limitée. On va vraiment essayer d'être dans le domain-driven design. On va avoir un business case qu'on va faire et qu'on va faire de bout en bout. On va aller jusqu'à la persistance, comme je disais tout à l'heure. James Lewis disait « small enough to fit in your head ». Après, ça dépend de la tête des gens. Assez petit pour être jetable. Réécriture plutôt que maintenance. Ça, c'est une notion qui est importante. Certains, disons, c'est l'immutabilité. Finalement, une fois que le truc est déployé en prod, on ne va pas essayer de changer sa configuration, on ne va pas essayer de le changer, on va le remplacer. Ou quand, par exemple, on va essayer de faire du refactoring, bah, peut-être que ça ne vaut pas le coup de faire du refactoring sur ce service, on va le réécrire. Et on va écraser, enfin on va détruire celui qui est déployé, on va mettre un nouveau à la place. Voilà. Donc ça va diminuer
parfois, le coût de refactoring, c'est pas parce qu'on va upgrader Hibernate, on va pas être obligé de le faire sur tous les services en même temps. Et donc, avoir un projet qui dure 2 ans. On va le faire sur ce service-là parce qu'on a ce besoin et on va le déployer. Ensuite, donc il y a beaucoup de dérogations à la règle don't repeat yourself, parce qu'on va plutôt dupliquer que de faire du code commun qui après va nous bloquer pour les mises à jour. Donc ça, je l'ai dit, je pense l'avoir déjà dit, pas de microservices de persistance. On ne va pas avoir un modèle qui va finalement reproduire les couches qu'on aurait pu mettre dans un serveur d'application en tant que microservice. Si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien. Vraiment, l'idée, c'est qu'on a un service qui est vertical, il gère tout. Donc il reçoit des requêtes HTTP et il va en base de données. Et pas de code métier. On peut intégrer des librairies mais qui devront être plutôt techniques. On va vraiment pas fournir de code métier commun. Si un métier commun, c'est un service qui va être appelé. Et il n'y en a qu'un seul qui va faire ça. Donc l'idée, c'est vraiment chacun des services, s'il sait qu'il a besoin de cette librairie métier, en fait, faisons un service de cette librairie métier. Alors, je vais mettre un but, mais j'ai oublié. Donc c'est un peu du franglais, hein, excusez. Microservices are not a free lunch. Donc, certes, je vous ai présenté un tableau assez idyllique des microservices, mais ce n'est pas forcément toujours simple en production. Donc, il faut gérer les cas de la programmation distribuée. Donc, la tolérance aux pannes, c'est le dernier point. La latence qu'on peut avoir quand on appelle du HTTP, c'est moins simple. Et ensuite, il y a aussi une question d'organisation d'équipe. Si on se met à une architecture microservice, on ne peut pas avoir une équipe base de données, une équipe service, gros service, business métier, etc. Il faut que ça soit adapté au métier. On va de bout en bout. On fournit des services métiers pour des applications métiers, donc directement pour le métier. Ça reprend un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'agilité. C'est un mouvement qui va jusqu'au bout. Ensuite, forcément, sans une usine logicielle, on ne peut pas avoir la confiance pour livrer en prod comme ça tous les jours. Tout à l'heure, la personne de GitHub disait on livre 40 fois en prod par jour. Si on n'a pas une usine logicielle avec des tests automatisés, ben, c'est un peu on ferme les yeux et on balance tout ça en prod. On revient sur le silo dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a une complexité supplémentaire en déploiement et en surveillance. Il y a Netflix qui avait publié un schéma avec tous leurs services, on ne comprend rien. Finalement, on ne peut pas avoir une vue d'ensemble de tous les services. Il y en a partout, ils se communiquent tous entre eux. Donc il y a une complexité supplémentaire à ce niveau-là. Et ensuite, une construction d'API compatibles. Donc ça, c'est du versionning d'API. Ça peut être vite assez complexe à gérer quand il y a beaucoup d'API. Donc il y a beaucoup d'utilisations à grande échelle qui sont, je ne sais pas si on est dans les early adopters, mais Netflix est l'exemple le plus connu, mais il y a pas mal de retours d'expérience, SoundCloud, Nike, LinkedIn, enfin, il n'y a pas que les grands du web. Bon, il y a beaucoup de copies chez Canal+, Sky, tout ça, ils aiment bien faire ce que Netflix a fait, mais bon. Voilà. Donc, les microservices déployés. On est dans l'amphi de live coding, en fin du code. Donc on vous a préparé un petit cas d'utilisation qui ressemble un peu à celui qu'on a. Et pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc là, on a un exemple avec l'interface utilisateur, donc le framework JS du moment, qui appelle le Edge Server, qui est la porte d'entrée, on appelle aussi ça Gateway, qui va appeler les microservices. Donc là, on a un cas d'utilisation simple, on a un service qui va alimenter les données qu'il va mettre dans MongoDB, qui va prendre de MongoDB, qui va mettre dans Elasticsearch. On a un truc qui donne des KPI, donc il donne des KPI sur l'alimentation en cours, il donne des KPI sur les données qui sont dans Mongo, et sur Elasticsearch également. Et on a un service de recherche, donc qui va chercher des données dans Elasticsearch. Et le petit truc en haut avec Tigal, c'est Zookeeper. Donc dans notre cas, c'est Zookeeper qu'on utilise au niveau du service Discovery, au travers de Apache Curator. Donc ça, c'est primordial dans l'architecture des microservices. C'est ça qui va servir à savoir où sont les services, où sont déployés les services. Donc je te laisse la main pour
Bon, retenez bien ça, c'est ce qu'on va utiliser pour la suite. Donc, comment sont faits nos microservices à nous en Java? On utilise Spring Boot. Alors, pourquoi Spring Boot? Parce que déjà, on vient de l'univers Java, on aime bien Spring en général, et que Spring Boot intègre tout, donc c'est assez pratique. Ça génère facilement des exécutables. Et on n'a plus du tout de configuration XML, on n'a plus des annotations Java, donc c'est relativement pratique pour nous. On peut recharger les classes automatiquement, l'IDE peut faire ça s'il est bien configuré. Le redémarrage est rapide, ça c'est super important, on démarre un service Spring Boot en 5-6 secondes max, donc c'est quand même pas mal. Et voilà, donc Spring Boot intègre suffisamment d'outils qui nous permettent de faire beaucoup de choses avec chaque microservice. Donc, je vais peut-être remonter un peu. Ouais. Alors, je pense que je vais avoir un petit problème de connexion en EVM, mais on va essayer quand même. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Est-ce que ça va pas marcher? Donc, là j'ai un exemple de microservice qui a un loader. On a un loader qui permet, donc c'était si vous vous souvenez bien du schéma, c'était la partie qui allait prendre les données dans Mongo et qui les foutait dans l'Elasticsearch. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a le microservice de KPI qui nous donne le nombre de documents qui ont été chargés par le loader. Je vais essayer de le lancer, mais je pense que ça ne va pas marcher, parce que je ne peux pas joindre la VM. Voilà. Attendez. Tant pis pour cette partie-là, c'est pas très grave. Et on peut imaginer une deuxième KPI qui serait le nombre de données qu'on avait dans l'Elasticsearch. Donc ça, c'est les vraies données, c'est juste que je les avais chargées avant au cas où. Je crois que j'ai bien fait. Ensuite, donc ça c'était le service KPI du coup, qui va directement demander au loader pour savoir combien de documents il a indexé. Ensuite, on a le service search. Donc, dans notre cas d'utilisation, on a poussé dans Elasticsearch des données qui sont des AOC et des AOP de France. On va se redonner des données open data du gouvernement, je pense. Moi, j'avais pas trop d'inspiration, donc je suis allé sur le site opendata.gouv.fr et puis j'ai pris un truc. Donc toutes les AOC de France qu'on a mis dans. Donc là, on peut prendre une ville et on connaît toutes les AOC, AOP qui sont sur cette ville-là. Donc on est à Talence, évidemment, beaucoup de vin. Donc effectivement, donc là c'était surtout pour montrer qu'on a vraiment des services bien séparés et qui font une chose simple mais qui la font bien, ou qui essayent en tout cas. Et donc là déjà j'en suis à trois microservices. On a eu le loader, on a eu les KPI et là on avait le search. Là, je vais revenir à la fond. Non. Voilà. Donc sur Spring Boot, Stéphane vous disait tout à l'heure qu'il fallait que les microservices soient production ready. Pour ça, on utilise entre autres Actuator qui nous permet d'avoir pas mal d'infos sur chaque microservice qui tourne. On a toutes ces infos-là, donc on a le else notamment qui permet de savoir au moins si le service est up ou down. C'est juste ça, mais du coup c'est pratique quand on veut monitorer les microservices. On a une info qui donne pas mal d'infos sur l'appli, les métriques qui vont nous donner des infos plus sur la machine sur laquelle il tourne, le nombre d'appels qu'il y a eu, les dernières erreurs, comme ça. Les mappings qui vont donner tous les contrôleurs REST qui sont enregistrés par exemple, à la façon Swagger mais en JSON brut. Et voilà, et pas mal de trucs, dont le shutdown qui est désactivé par défaut, on va vérifier. Donc le discovery. Donc pourquoi on a utilisé Zookeeper, nous, pour faire le discovery, parce qu'il y a plein d'autres implémentations, c'est que on est, comme tous les développeurs, on est un peu feignant. On avait déjà Zookeeper qui était installé parce qu'on utilise Solar Cloud chez notre client. Donc Zookeeper, c'est un système qui est léger, robuste quand il est bien installé,
il n'est pas très tolérant aux erreurs d'installation, on le verra dans la slide suivante. Il nous fournit aussi des solutions pour la programmation distribuée. Vu qu'on a plein de services, le même service qui va être déployé sur plein d'instances, bah des fois, par exemple, quand on veut exécuter un batch, on veut qu'un seul, on va paramétrer ce batch dans tous les microservices, et on va avoir un token qui est géré par Zookeeper, où on va dire, ok, c'est moi qui ai pris le job, tous les autres, vous ne faites pas le job, par exemple. Et on l'utilise via Apache Curator. Donc Netflix utilise Zookeeper pour faire le discovery. Il n'utilise plus aujourd'hui, on verra par la suite ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Ah, j'ai ce qu'il faut. Donc ça, c'est ce qu'il faut. Il faut faire bien attention quand on utilise Zookeeper. Attention au paramétrage, parce qu'il est partagé avec Solar Cloud, donc il faut lui allouer suffisamment de connexions pour que tous ces microservices communiquent avec Zookeeper et qu'il n'y ait pas de latence produite par les Zookeeper, en tout cas par les services vers Solar Cloud. Il faut bien conserver les erreurs pour ne pas router les appels vers des instances de service KO. Donc par exemple, si un service, ça fait 3 fois qu'il dit ou 3 fois qu'il ne répond pas, il faut le marquer comme étant down pour ne pas le rappeler par la suite. Au niveau, comment dire, je ne sais pas si vous connaissez le théorème CAP, Zookeeper c'est un service CP, donc consistent et partition, il n'est pas available. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va vouloir dans les microservices. On veut plutôt quelque chose qui est available, c'est-à-dire que même si l'information n'est pas à jour, peut-être que le microservice en face, lui, est à jour et il va toujours répondre. Alors que Zookeeper, s'il perd la consistance, lui, il ne va plus être available. S'il n'arrive plus à détecter de nœuds, s'il n'a pas un quorum suffisant, il va ne plus marcher, tout simplement. Et ça, c'est pas ce qu'on veut pour du discovery. Il nécessite une surveillance. Donc il y a un autre projet Netflix qui s'appelle Exhibitor, mais il faut installer un autre Zookeeper pour stocker les données d'Exhibitor. C'est un peu compliqué. Donc on ne l'a pas utilisé pour l'instant. Et donc nous, on va séparer les Zookeepers pour justement pas mettre en risque le Zookeeper de Solar Cloud. Donc là, on arrive à une deuxième partie. On a nos microservices, ils ont été packagés avec Spring Boot, c'est super, on a tous nos services. Maintenant, on se demande un peu comment on fait pour les déployer sur toutes nos machines, sur notre dev, notre recette, notre prod. Comment on fait pour faire ça rapidement quand on sait qu'on peut déployer le service search sur 5 des nœuds directement comment on fait pour le faire rapidement et pour le balancer sur 6 machines d'un coup et régulièrement? On peut le faire à la main, on peut déployer les jars, faire des copies en SSH et puis démarrer les jars à la main. Mais par expérience, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Et quand on commence à avoir beaucoup de nœuds, quand on a une trentaine de nœuds en prod, ça devient vite assez pénible. Donc nous, ce qu'on a utilisé pour résoudre ce problème, c'est Ansible, qui nous permet, via des scripts simples, donc je ne sais pas, combien d'entre vous ont utilisé Ansible déjà, ou au moins connaissent Ok. Donc Ansible, c'est un outil de déploiement et d'automatisation en général, qui va permettre, via un petit fichier de description YAML, donc vraiment juste de la description texte assez basique, ça va permettre de dire tu me joues telle et telle action sur les machines de mon choix. Et puis en fait c'est tout, et il va vérifier et il va jouer les choses de façon à ce que ce soit idempotent. Donc par exemple, on peut imaginer un module Git et un autre module, donc on appelle ça les modules dans Ansible. On peut avoir un module par exemple qui vérifie qu'un dossier est créé, et en fait on lui donne l'état auquel on veut arriver. Donc si l'état ça doit être ce dossier est créé, s'il n'est pas créé il va le créer, sinon il va le laisser. Et donc Ansible se base sur du SSH pour communiquer avec les machines cibles. Et l'avantage qu'on a trouvé nous, en tout cas, c'est que on a besoin d'installer Ansible que sur une machine chez nous, une machine hôte qui hébergera Ansible. Et après, tout le reste, c'est du SSH. Donc on n'a aucune installation, on n'a pas d'agent à mettre sur toutes les machines de dev, recette, prod. C'est que du SSH. Donc ça, c'est pas mal. Un petit exemple de notre cas d'utilisation, on pousse tout sur Git, on a un Jenkins qui nous build régulièrement tous les artefacts qui ont été poussés sur Git, enfin, tout le code plutôt. Les artefacts sont réalisés après sur Jenkins, et
Ansible va chercher dans Artifactory les dernières versions de nos microservices pour les pousser sur les machines sur lesquelles on a envie de les pousser. Donc là, j'ai mis un petit exemple de script Ansible, je ne sais pas si vous le voyez bien. En gros, bon, c'était pour montrer rapidement les modules. Donc ça, c'est un exemple de script qui est fonctionnel, hein, c'est à peu près celui que j'ai utilisé. En haut, c'est des petits paramètres de rolling update qui nous permettent de dire si j'en fais pas plus de 3 à la fois, comme ça, s'ils plantent tous, ça évite de tous les péter en même temps. Si on déploie sur la prod, ça peut être assez pratique, et les microservices, on a envie qu'il y en ait toujours au moins 70% de dispo, donc on en arrête que 30% d'un coup. Et on va aussi dire, si t'en as plus de 30% qui ont fail sur le lot, t'arrêtes tout pour pas endommager la prod. Et donc ensuite, là on a 5-6 modules. Le module Git qui va faire un checkout, un module HTTP qui va récupérer sur Artifactory, par exemple, la dernière version de notre app. Et puis des petits scripts qui vont lancer notre app, lancer un service, un petit health check. Qui vont vérifier que ça marche. Parce que ouais. Tu peux déployer. Et puis... Donc en général, on essaye de vérifier que ça marche, effectivement. Donc je vais vous montrer rapidement un petit script Ansible du coup. Hop. Je vais en profiter, j'ai oublié tout à l'heure de vous montrer le discovery dont a parlé Stéphane, du coup je vais faire ça maintenant. Donc ça c'est un exemple que j'ai chargé tout à l'heure, donc c'est les services qui tournent sur ma VM. Le discovery est sur le... Il y a deux VM, ouais. Il y a deux IP, la 89-90. Ouais. Donc le discovery tourne sur ma... C'est ce qu'on a appelé le edge server tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez du schéma. Donc c'est un peu le gateway. Donc il est là, il y en a un sur les deux VM. Donc là c'est bien sûr celui-là que je tape. Et donc ensuite on a tous les services qui sont enregistrés là-dedans. Donc les searchers, là où j'ai cherché les AOC, les AOP, les KPI avec lesquels j'ai regardé le nombre de documents indexés, et les loaders qui m'ont permis de charger les données dans Elastic. Donc on retrouve tout ça ici. Ça c'est toute l'information qui est stockée dans Zookeeper et qu'on a restituée en JSON depuis le Edge Server. Un autre point dont on voulait parler, c'est que c'est la même recherche que je vous ai montré tout à l'heure, bon, sauf que j'ai mis Bordeaux et pas Talence. Et cette fois, elle passe pas directement par le search. Tout à l'heure, on a pris l'URL du search et on l'appelait directement. Là, c'est le Edge Server qui est appelé et qui fait proxy. Et c'est ce qu'on essaye de faire en général. On évite d'appeler les microservices directement. On évite de tous les connaître. Donc là, on a le Edge Server, et quand le client externe, JS ou je ne sais quoi, veut la liste des villes, des AOC à Bordeaux, il va appeler le Edge Server, qui va proxifier ça pour appeler le searcher, en utilisant Zookeeper pour récupérer l'instance du service dont il a besoin. Voilà. C'est pas... Et donc là, ça c'est Actuator. Donc c'est les fameuses URL d'Actuator. Là, j'ai exécuté trace qui montre les dernières requêtes qui ont été exécutées. Et donc, je crois qu'on voit normalement ce qui a été fait. Ouais, c'est tous les appels qu'on a fait tout à l'heure pour... Bon, il y a à boire et à manger, mais voilà. Et donc, j'aurais pu vous montrer les autres si ça avait fonctionné. Je vous aurais montré mapping et 2-3 autres, mais c'est à peu près ça. Donc passons sur Ansible. Je vais essayer, hop, sur une petite VM. Alors, je vais aller récupérer mes scripts. Est-ce que j'ai une commande qui traîne? Non. Voilà. Donc pour lancer une commande Ansible, c'est pas très compliqué. Ansible, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. Ouais, je pense que je vais pas trop pouvoir grossir malheureusement. Bon, il va falloir me faire confiance. Du coup, pour déployer un script, pour jouer un script, donc Ansible Playbook, le nom du script. Donc là, je vais déployer le search service. Là, je lui passe les hosts et le -i, je lui passe le fichier qui contient tous mes hosts cibles, donc qui peut contenir dev,
recette prod par exemple. Et là, donc là dedans j'ai mis IVM et je le passe ici en paramètres pour dire que dans ce contexte-là, je veux déployer uniquement sur mes VM. Donc là, si je l'exécute, ça marche pas, donc c'est cool. Petit problème SSH. Bon, bah, je pense que j'ai pas de connexion SSH avec mes VM, mais en gros, ce que c'est censé faire, ça va jouer toutes les étapes une par une, et normalement, ça met OK. Et en fait, ça va surtout indiquer. Là, ça met KO, donc ça marche. Exactement. Donc ça marche pas. Et donc en général, ce que ça va faire, c'est que ça va indiquer le nombre de changements qu'il y a eu. Donc j'ai dit tout à l'heure que les commandes étaient idempotentes. Donc si un module n'a rien changé, il va pas le rejouer, donc il va pas l'afficher dans le change. Et voilà, on va avoir les fails, on va avoir pas mal d'infos comme ça, avec la description de chacun des modules. Voilà pour Ansible. Bon, désolé que la démo marche pas. Je repasse. Ouais, je pense. Il manquait d'autres trucs. Je pense pas. Hop, on va reprendre le diapo. Donc, tout à l'heure, on vous a parlé de tolérance aux pannes. Donc, un pattern qui est assez utilisé pour la tolérance aux pannes, qui est implémenté dans Istrix. Là, je vous présente juste le pattern de manière générale. C'est le circuit breaker. Donc, tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'il fallait bien marquer les services comme étant en panne. Mais là, ça va être quelque chose qui va le faire automatiquement en fonction des erreurs qu'on a détectées. Donc, par exemple, on va appeler un service de manière très forte et sur une minute, sur peut-être moins, il va planter régulièrement. Donc, au bout d'un certain nombre de plantages, eh bien, on va ouvrir un circuit breaker avec éventuellement soit une réponse par défaut, soit la dernière bonne réponse qu'on a eue. Enfin, il y a quelque chose qui peut être, on peut appeler notre service, qui est moins consommateur ou qui a des données moins fraîches. Tout est possible, mais l'idée c'est qu'on ouvre le circuit breaker et pendant qu'il est ouvert, ben, ça sera le failover qui va répondre à la place. Et régulièrement, il y a un appel de temps en temps qui va essayer le service originel qui avait été appelé et qui va, si celui-ci répond bien, fermer le circuit breaker. Donc j'en parlerai tout à l'heure, il y a Istrix Dashboard qui permet de voir un petit peu l'état de tous ces circuits breakers sur l'ensemble du cluster. Donc là, principalement, c'est Istrix qui est leader dans les frameworks de circuit breaker. Je vous invite à, si vous êtes intéressé par ce pattern-là, voir la conf de Christopher Beatty qui était au Devoxx dernier. Qui présente ça en 1 heure. Donc il y a 1 heure de conf juste sur Istrix. Ensuite, les tests avec WireMock, tu veux peut-être en parler parce que c'est toi qui les as mis en place finalement. Ouais, donc comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, le but enfin pas le but, mais une des caractéristiques des microservices, c'est qu'ils doivent être facilement testables. Et pour ça, on utilise entre autres WireMock pour tester chacun de nos services. Et avec WireMock, on va pouvoir moquer des appels HTTP en disant en gros, quand l'URL HTTP mon URL, mon service machin, /search / Bordeaux est appelé, je renvoie le fichier JSON là, et ça me permet de faire un test avec des données qui varient pas. Et... Principalement, nous, on va moquer Solar ici. Donc Solar, il répond en HTTP, nous on l'appelle en HTTP. Et là, on va, pour éviter de déployer Solar et de pousser des données dedans, pour tester nos services rapidement, on va moquer toutes les réponses Solar qu'on a eues. Et on va déployer notre service, appeler notre service en HTTP, et lui, il appelle en HTTP le mock WireMock. C'est bon. Donc j'ai parlé de Netflix tout à l'heure. Donc c'est une stack complète autour des microservices, ils ont vraiment avancé là-dedans. Et l'avantage, c'est qu'ils ont tout publié en open source. Donc c'est Netflix OSS. Logo assez moche, mais le code est pas mal. Donc nous, ce qu'on utilise chez nous, j'ai failli dire le nom que je n'ai pas le droit de dire, en tout cas chez Ypon, on utilise Curator donc pour attaquer Zookeeper. On utilise Istrix un peu, mais pas beaucoup encore, pour défendre notre application.
faut pas qu'elle crache. On utilise Feign, qui est une espèce de REST template pour ceux qui connaissent Spring. Ce qu'on est en train de tester, c'est Zul pour remplacer notre Edge Server qui est codé un peu à la main aujourd'hui. On veut utiliser Zul, donc qui sert à faire du dynamic routing à partir de scripts Groovy. On va définir des patterns, des filters qui permettent de rediriger vers les web services. Ribbon pour faire le load balancing, qui fonctionne très bien avec Zul. Aujourd'hui, on fait du load balancing à l'aide de ce qui est intégré dans Curator, c'est-à-dire ça peut être un simple round robin qui va appeler chacun des instances de service au fur et à mesure, donc il conserve un état du dernier service appelé. Mais Ribbon permet aussi de gérer un petit peu plus quelque chose un peu plus finement avec un répartiteur de charge. Ce qui existe également, mais que pour l'instant on n'a pas encore envisagé d'installer, c'est Arcaius, qui est un système qui permet de déployer la configuration sur tous les services et de signifier au service que la configuration a changé en temps réel, ou avec une petite latence, mais on change la conf une fois et tout est changé partout. Et c'est le Histrix Dashboard dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, il y a des vidéos qui permettent de voir leur dashboard immense en train de fonctionner. Donc on voit tous les services sur le même dashboard. Là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, avec combien il y a de commandes, quel est le pourcentage d'erreurs, et surtout, j'ai dit tout à l'heure, combien est-ce qu'il y a un circuit breaker qui est ouvert. Et donc peut-être une intervention à faire, un incident réseau, une panne. Voilà, on voit écrit en rouge, il y a ce circuit breaker qui est open, il faut intervenir sur ce nœud-là. Quelques compléments, c'est bientôt la fin. Donc la communication entre les services. Je l'ai dit tout à l'heure, on est toujours sur le protocole HTTP. Donc pour démarrer, toujours le principe keep it simple. On démarre en JSON, c'est pas structuré, mais c'est rapide, quoi. On peut communiquer facilement entre les services en JSON. Il y a plein de frameworks qui permettent de générer des classes à partir plutôt de générer du JSON à partir des classes. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de versionner les services. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va déployer une nouvelle version de service, peut-être que l'ancienne version est encore là. Dans certaines classes, ça peut arriver. Bon, on essaie de généralement mettre à jour, mais il y a toujours une synchronisation à faire. C'est-à-dire on va déployer la nouvelle version. Il y a peut-être certains clients qui vont utiliser encore l'ancienne version, d'autres qui vont déployer la nouvelle version. Il faut une URL parlante. Je crois que c'était expliqué tout à l'heure dans Lightning Talk sur REST, de mettre la version du service dans l'URL. Ensuite, pour aller au-delà de JSON, donc ça permet aussi ces frameworks-là. Il y a une présentation tout à l'heure à 17h, donc JSON c'est nul, parlons du binaire et de protocole buffer. Donc on va remplacer le JSON par un protocole qui est optimisé, avec une structure qui va générer les classes. Donc sur protobuf, ça va être, c'est un peu comme un descripteur, comme un XSD, comme on avait dans le XML, et qui va générer une structure et qui va aussi assurer la compatibilité ascendante des versions. Donc je ne sais pas s'il va parler de ça, parce que je n'ai pas discuté avec lui, mais normalement il devrait vous parler de ça si vous allez voir cette conf. Et Thrift, c'est un autre framework du même type qui est développé par Facebook. Donc voilà, pour aller au-delà du JSON. Ensuite, d'autres implémentations. Donc Discovery, nous on utilise Zookeeper. Il y a Airbnb qui est aussi très actif dans le monde des microservices. Là, je parle des choses qui sont open source, que vous pouvez utiliser. Donc Airbnb, ils proxifient Zookeeper. Tout à l'heure, je vous ai dit que Zookeeper, c'était un système CP. Et pour ajouter le A au système CP, et pour du coup avoir tout le temps un système disponible, en fait, ils ont une proxification de Zookeeper. Donc sur chacun des nœuds installés, ils ont une instance de Synapse ou Nerve, je ne sais plus comment ils communiquent ensemble, mais en tout cas c'est l'un des deux. Il est installé sur la machine, il proxifie Zookeeper, donc si Zookeeper n'est plus là, lui il répond toujours, voilà, ton service il est là, etc. Donc, et ils communiquent ensemble et ils décrivent aussi l'état du cluster et de l'ensemble des nœuds. Donc il y a Consul aussi, qui est une autre implémentation de
de discovery. Après, un peu plus bas niveau, il y a etcd CoreOS. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait regardé là chez mon client confidentiel. Ensuite, côté Edge Server Gateway, on a donc là, tout à l'heure, on a parlé d'implémentation Java, donc en pur Java avec Zul. Là, c'est pour faire plaisir. On a dit tout à l'heure qu'on était dans une optique DevOps, donc c'est pour faire plaisir à la prod. Ils aiment bien manipuler Nginx, HAProxy, donc. Et puis c'est aussi assez puissant, donc on leur permet de faire ça avec, de faire le discovery avec Nginx, avec HAProxy, avec un certain nombre de connecteurs qui permettent de récupérer les informations sur les services à partir de TCD CoreOS. Donc un enregistrement du service directement dans le TCD. Après, on lit celui clé valeur, hein, c'est simple. On sait où est le service et c'est Nginx qui route vers le bon service derrière. Voilà. Donc, toute la présentation qui marchera sur votre poste, je n'en doute pas, sur le GitHub d'Olivier. Et il y a un de nos employés à Paris là, qui fait une série d'articles sur notre blog sur les microservices. Il a fait, là, je crois qu'il a publié le premier, et il va en publier une série dans les semaines qui viennent, justement sur la stack. Je ne vous ai pas parlé de la stack, on a présenté Spring Boot, il y a aussi Spring Cloud qui a une Spring Cloud Netflix avec un ensemble de... C'est principalement des annotations qui permettent de mettre des annotations directement sur nos classes Spring Boot et d'avoir par exemple un Enable Zul Proxy et on a directement les fonctionnalités de Netflix qui sont embarquées. Donc toujours sur le principe de Spring Boot avec les Spring Boot Starter qui permettent d'amener l'ensemble des librairies assez facilement dans nos applications Spring Boot. Voilà, merci. Merci. Et il nous reste du temps pour les questions, n'est-ce pas? Il doit rester 3 minutes, quelque chose comme ça. Et je t'en prie. Alors, j'ai une question sur ton schéma entre l'ancien système Windows et le SOA qui est moyen de microservices. Tu as des graphes de microservices qui apparaissent. Est-ce qu'il y a des best practices pour les structurer ou n'importe qui a fait n'importe quoi dans tous les sens? Alors, c'est un peu l'indépendance. C'est pas le Far West, mais un petit peu quand même. Après, c'est la structuration qui peut venir après, mais c'est une décision qui va être avec ton métier. Mais l'idée, c'est que tu as un peu le droit de te planter là-dedans. C'est-à-dire, tu peux réécrire ton service qui est finalement plus adapté à ton besoin par la suite. Mais le principe, c'est vraiment que tu prennes la verticalité de ton besoin. Tu vas de l'appel de ton front, qui va t'appeler, jusqu'au bout. Enfin, après, ça peut être une combinaison de services, mais nous, on change régulièrement la structure de nos services. On se dit, bon, bah, tiens, celui-là, il est devenu un peu gros, il y a trop de fonctionnalités dedans, on va le séparer. Parce que demain, on va peut-être avoir besoin de déployer une nouvelle fonctionnalité qui est liée à ça, mais qui va faire encore grossir mon service et qui va du coup m'empêcher d'upgrader ou m'empêcher de livrer ce service. Je ne sais pas si c'est clair comme réponse, mais... Tu as des seuils de sensibilité sur la complexité? Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas que ça fasse plus de 100 lignes, mais bon, c'est peut-être un peu extrême. Oui, quand on voit qu'il y a certaines méthodes qui font 1000 lignes, on se dit que oui. Mais l'idée, c'est vraiment d'être le plus petit possible pour être le plus indépendant possible. Parce que derrière, si tu commences à grossir, tu vas essayer de prendre un périmètre de responsabilité qui finalement n'est pas le tien. C'est vraiment dans le domaine driven design, ma fonctionnalité, mon service. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la règle du don't repeat yourself. Là, on va des fois répéter des choses. Par contre, ce qu'il ne faut pas répéter, c'est la règle métier. S'il y a une règle métier et une implémentation, nous, on a un calcul par exemple, le calcul de la meilleure offre sur un site de e-commerce, ben on va la mettre dans un seul service. On va l'appeler, on va dire, voilà, j'ai un produit, donne-moi la meilleure offre de ce service, et on va essayer de ne pas dupliquer ce code-là dans des milliers de services, comme c'est le cas aujourd'hui. Par contre, si tu as des objets métiers ou autres, tu ne vas pas t'astreindre à dire j'ai un seul microservice, j'ai fait l'objet, tant pis si je prends accès à la persistance, tu peux modèle à 2-3 endroits. Oui, tu peux dupliquer le modèle.
Ouais. Non, tu n'as pas une espèce de gros modèle de DTO et puis je vais mettre cette librairie partout parce que de toute façon, elle va évoluer celle-là. Donc tu vas essayer tu connais les services que tu vas appeler, tu connais leur modèle, parce que leur API est assez clair, et tu vas appeler ces services-là et tu as des modèles qui correspondent à cette API. Si le modèle n'est pas complet, finalement, tu n'en as pas besoin. Même si ta table en base de données, parce que tu es sur un legacy, elle a 30 colonnes, bah, ton modèle n'a pas besoin d'avoir cet objet métier qui a 30 colonnes. Tu as besoin que tu aies 4 ou 5 infos, et puis c'est ça que tu vas appeler. Mais par contre, il ne faut pas développer le microservice de persistance dont j'ai parlé tout à l'heure. Attention. Ne reproduisez pas les couches qu'il y avait historiquement dans les applis monolithiques. Ouais. Chacun va modifier les données, il ne faut pas écraser les données des autres. C'est pour ça qu'on est vers l'immutabilité, c'est-à-dire je publie un événement, c'est un changement de l'état de ma donnée. Je n'écrase pas ma donnée, je publie un changement de l'état de ma donnée. Il faut m'adapter ça. Mais non. Vas-y. Dans vos services, vous n'avez que des connexions synchrones, vous avez pas eu besoin de faire asynchrone? Oui, je ne l'ai pas montré par manque de temps, mais on a aussi des services asynchrones. Donc sur le... Au début, on était parti sur des future tasks, et puis après, on a mis du Histrix parce qu'il embarque directement ces librairies-là. Vous n'avez pas fait le pas d'aller sur du messaging style GNS à occuper ou ce genre de choses? On a du Rabbit, mais c'est pour... on balance des messages en Rabbit qui sont consommés par d'autres services qui ne sont pas gérés par notre équipe. On les balance en Rabbit et puis gérer le service. Rien. Oui, on a ça aussi. Voilà. Et la cohérence entre les microservices, vous parliez tout à l'heure de protobuf, etc. Je ne connais pas. Mais c'est plutôt pour transformer les messages, j'ai l'impression. Alors protobuf, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a une implémentation dans pas mal de langages. Donc c'est pour s'affranchir de la permissivité du JSON. On va définir une structure. Ça va générer notre classe en C#, en Java. Et ensuite, il y a aussi un certain nombre de règles métiers qui vont dire tu ne peux pas supprimer telle donnée parce qu'elle était déjà là avant sur l'ancienne version de ton protocole d'échange. Et c'est ça qui va être utilisé pour communiquer entre tous ces services-là. Ça uniformise la couche de transport, enfin la communication. Oui, les dernières versions de vos services dès qu'ils sont réalisés, c'est des releases Maven. Ouais. Mais la cohérence entre les différentes versions, vous la gérez comment? Est-ce qu'il y a une couche effectuelle? Non. Dans le shell Ansible, vous gérez que c'est la version 2 qui marche sur la gamme? Non, aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment de services pour avoir cette complexité-là. On a pu faire des erreurs, hein. On est humain. Mais bon, on est quand même... aujourd'hui, on déploie les services facilement en prod. Aujourd'hui, on essaye d'être soit rétro-compatible dans la mesure du possible, soit de redéployer les services qui ont des dépendances en même temps. Nous sommes disponibles pour en discuter parce que nous n'avons plus de temps. Voilà. Merci.